Le vent salé fouettait les cheveux d'Alix Moreau, tandis qu'elle grimpait les marches usées du phare pour la énième fois cette semaine. Ses mains calleuses tenaient fermement le pinceau et le pot de peinture blanche, témoin silencieux de sa mission solitaire. Redonner vie à cette tour abandonnée qui dominait la côte bretonne depuis des décennies. À 27 ans, Alix avait fait de ce phare son refuge autant que son projet. Chaque coup de pinceau était un geste de résistance contre l'oubli qui semblait dévorer ce petit village côtier de Plouhinec. Les touristes ne s'arrêtèrent plus ici depuis longtemps, préférant les plages plus accessibles de la côte. Seuls demeuraient quelques pêcheurs âgés, Madame Guilloux qui tenait encore son petite épicerie par habitude, et Alix. « Tu perds ton temps, ma petite », lui avait dit Lucien, le plus ancien des pêcheurs, la semaine précédente. « Ce phare n'éclairera plus jamais rien. » Mais Alix savait que ce n'était pas une question d'utilité. C'était une question de beauté, de mémoire, et peut-être aussi de foi. Foi en quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Ce matin-là, perchée sur l'échafaudage qu'elle avait monté elle-même, elle observait l'horizon infini où le gris du ciel se confondait avec celui de l'océan. L'automne approchait et les journées raccourcissaient. Bientôt, elle devrait travailler uniquement à l'intérieur du phare. Un bruit inhabituel attira son attention. Une voiture, une berline noire aux vitres teintées, venait de s'arrêter sur la route en contrebas. Dans ce village où tout le monde se connaissait depuis des générations, l'arrivée d'un étranger ne passait jamais inaperçue. L'homme qui sortit du véhicule était grand, vêtu d'un manteau sombre qui flottait dans le vent. Même à distance, Alix percevait quelque chose de différent chez lui. Sa façon de se tenir, droite mais fatiguée, ses gestes mesurés quand il observait les alentours. Il ne ressemblait pas aux rares touristes égarés qui passaient parfois. Il leva les yeux vers le phare et leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Alix sentit son cœur faire un bond étrange. L'inconnu détourna rapidement le regard et se dirigea vers l'ancien hôtel des Embruns, fermé depuis 3 ans. « Curieux », murmura-t-elle en retournant à sa peinture. L'après-midi filait quand elle décida de descendre pour acheter du pain chez Madame Guilloux. L'épicière, une femme de 70 ans aux yeux perçants, l'accueillit avec son sourire habituel. « Tu as vu l'étranger » chuchota-t-elle immédiatement. « Il a loué la suite de l'hôtel pour 1 mois entier. Jean-Baptiste a rouvert rien que pour lui. Tu te rends compte? Il a payé d'avance, en espèces. » Alix hocha la tête poliment, mais son esprit était ailleurs. 1 mois entier dans ce village oublié du monde. Qui était cet homme? Il s'appelle Valentin quelque chose, continua Madame Guilloux en baissant la voix. Il a demandé où il pourrait trouver le calme le plus absolu. Jean-Baptiste lui a dit qu'il était au bon endroit. En sortant de l'épicerie, Alix aperçut l'inconnu, Valentin, assis seul sur un banc face à la mer. Il avait retiré son manteau et portait un simple pull en cachemire gris. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés par le vent, et il tenait un téléphone qu'il regardait sans vraiment le voir. Quelque chose dans son attitude l'intriguait. Il ne ressemblait pas à quelqu'un en vacances, plutôt à quelqu'un qui fuyait. Elle passa à côté de lui pour retourner au phare. Cette fois, il ne leva pas les yeux. Le soir venu, installée dans sa petite cuisine avec vue sur l'océan, Alix préparait son dîner habituel, une soupe de légumes et du pain grillé, quand des éclairs illuminèrent soudain l'horizon. Une tempête approchait. Elle connaissait bien ces orages d'automne, violents et imprévisibles. Le vent se mit à siffler autour de sa maison, faisant claquer les volets. La pluie commença à tambouriner contre les carreaux avec une intensité croissante. C'est alors qu'elle entendit frapper à sa porte. Alix hésita. Qui pouvait bien venir la voir par ce temps? Elle n'attendait personne et les habitants du village savaient qu'elle aimait sa solitude. Les coups se répétèrent, plus insistants. À travers la porte, une voix masculine cria quelque chose que le vent emporta. Elle ouvrit précautionneusement. Valentin se tenait devant elle, trempé de la tête aux pieds. Ses cheveux plaqués sur son front encadraient un visage aux traits fins, mais marqué par une fatigue profonde. Ses yeux d'un bleu-gris saisissant la regardaient avec une intensité qui la troubla. « Pardonnez-moi », dit-il d'une voix légèrement essoufflée. « Je sais que c'est étrange, mais l'hôtel, il n'y a plus d'électricité depuis que la foudre est tombée. Jean-Baptiste m'a dit que vous aviez un générateur. » Alix resta immobile quelques secondes, surprise par la profondeur de sa voix et l'élégance de son français, teinté d'un accent parisien. « Bien sûr, répondit-elle finalement en s'effaçant pour le laisser entrer. « Entrez, vous allez attraper la mort. » Il franchit le seuil et s'arrêta dans l'entrée, goûtant sur le carrelage ancien. L'espace sembla soudain plus petit, plus intime. « Je suis Valentin Chevalier, » dit-il en tendant une main qu'elle serra brièvement. « Alix Moreau. » Leurs doigts se touchèrent quelques secondes et elle sentit une chaleur inattendue remonter le long de son bras. Il avait des mains douces
qui n'avait jamais connu le travail manuel. « Asseyez-vous près du feu, dit-elle en désignant le canapé face à la cheminée. « Je vais vous chercher une serviette. » Quand elle revint, il contemplait les flammes, perdu dans ses pensées. La lumière dansante adoucissait ses traits et révélait une mélancolie qu'il tentait visiblement de dissimuler. « Merci, murmura-t-il en acceptant la serviette. « Je ne voulais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, Alix ne se sentait pas seule dans cette maison trop silencieuse. Dehors, la tempête continuait de gronder, comme si elle avait décidé de les enfermer ensemble dans cette bulle de chaleur et de lumière dorée. La tempête rugissait encore quand Alix revint de la cuisine avec 2 tasses de thé fumant. Valentin n'avait pas bougé, ses yeux toujours fixés sur les flammes qui dansaient dans l'âtre. Ses vêtements commençaient à sécher, mais il frissonnait encore légèrement. « Tenez, » dit-elle en lui tendant une tasse. « C'est du thé de bergamote. Cela vous réchauffera. » Il leva les yeux vers elle, et elle fut de nouveau frappée par l'intensité de son regard. Il y avait là une profondeur qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer, comme si cet homme portait le poids du monde sur ses épaules. « Merci, » murmura-t-il en acceptant la tasse. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne retira sa main immédiatement. Alix s'installa dans le fauteuil en face de lui, créant une distance respectable tout en restant assez proche pour sentir sa présence troublante. « Vous n'êtes pas d'ici, » constata-t-elle, brisant le silence qui s'était installé. Un sourire fugace passa sur les lèvres de Valentin. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Votre façon de parler, vos mains. » Elle rougit légèrement en réalisant qu'elle l'avait observé attentivement. Et puis personne ne vient à Plouhinec par hasard, surtout pas en octobre. Il but une gorgée de thé, prenant visiblement le temps de choisir ses mots. J'avais besoin de disparaître quelque temps, de trouver un endroit où personne ne me chercherait. Vous fuyez quelqu'un? La question avait jailli d'elle-même, plus directe qu'elle ne l'aurait voulu. Valentin la regarda avec surprise, puis éclata d'un rire sans joie. En quelque sorte, répondit-il. Je fuis surtout moi-même. Dehors, le vent hurlait et la pluie martelait les carreaux avec une violence inouïe. Alix se leva pour ajouter une bûche dans la cheminée, consciente du regard de Valentin qui suivait chacun de ses mouvements. « Et vous » demanda-t-il soudain. « Qu'est-ce qui vous retient dans ce village oublié ?» Elle se figea, la bûche encore dans les mains. Cette question, elle se l'était posée 1000 fois sans jamais trouver de réponse satisfaisante. « C'est chez moi, dit-elle simplement en se rasseyant. J'ai grandi ici. Mes parents... » Sa voix se brisa légèrement. Valentin se pencha vers elle, instinctivement. « Ils sont morts quand j'avais 19 ans, » continua-t-elle dans un souffle. « Accident de voiture sur la route de Quimper. J'étais à Paris en première année d'art. Je suis revenu pour les obsèques et je ne suis jamais reparti. Il y a 8 ans, calcula-t-il mentalement. 8 ans, confirma-t-elle. Au début, c'était temporaire. Le temps de vendre la maison, de régler les affaires, puis les mois ont passé, les saisons, et un jour, j'ai réalisé que j'étais devenu invisible, comme ce village, comme ce phare. » Valentin posa sa tasse sur la table basse et se leva. Il se dirigea vers la fenêtre, observant la fureur de l'océan qu'on devinait dans l'obscurité. « L'invisibilité, » murmura-t-il. « Parfois, c'est un luxe que certains paieraient très cher. » Il y avait une amertume dans sa voix qui intrigua Alix. Elle le rejoignit près de la fenêtre, assez proche pour sentir la chaleur qui émanait de lui. « Vous parlez d'expérience. » Il se tourna vers elle et elle put voir son reflet dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas transparente. « J'ai passé ma vie sous les projecteurs, » avoua-t-il. Chaque décision scrutée, chaque geste analysé, chaque relation instrumentalisée. Et puis un jour, il marqua une pause. Un jour, on comprend qu'on n'existe plus vraiment, qu'on est devenu un personnage, une image. L'invisibilité devient alors la seule façon de retrouver qui on est vraiment. Alix sentit son cœur se serrer. Elle reconnaissait cette solitude, différente de la sienne, mais tout aussi douloureuse. « C'est pour ça que vous êtes ici. » Entre autres, il retourna s'asseoir, mais cette fois sur le canapé, plus près d'elle. L'intimité de la situation commençait à troubler Alix. Elle n'avait pas eu de vraie conversation avec quelqu'un depuis, elle ne savait plus. « Vous travaillez dans quoi ?» osa-t-elle demander. Valentin hésita longuement. « Les affaires, l'héritage familial, quelque chose que j'ai accepté par devoir et qui m'a dévoré petit à petit. Et maintenant ? Maintenant, j'essaie de comprendre s'il reste quelque chose de moi sous tout ça. » Le silence retomba, mais ce n'était plus un silence gêné. C'était un silence complice, celui de 2 âmes blessées qui se reconnaissent sans avoir besoin de mots. Un coup de tonnerre particulièrement violent fit trembler les murs de la maison. Alix sursauta involontairement, et Valentin tendit instinctivement la main vers elle. « N'ayez pas peur, dit-il doucement.
Ces vieilles maisons bretonnes ont vu bien pire. Mais sa main resta posée sur la sienne, et ni l'un ni l'autre ne fit mine de s'écarter. La peau de Valentin était douce et chaude, contrastant avec ses propres mains abîmées par le travail manuel. « Vous restaurez vraiment ce phare toute seule ?» demanda-t-il, en observant ses mains calleuses. « Quelqu'un doit bien le faire, » répondit-elle avec un haussement d'épaules. « Et j'ai tout mon temps. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de passion. » Il avait raison. Restaurer le phare était devenu sa raison de vivre, sa façon de lutter contre l'oubli qui gagnait du terrain chaque jour. « Et vous, qu'est-ce qui vous passionne ?» retourna-t-elle. Valentin resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il n'allait pas répondre. « J'ai oublié, » avoua-t-il finalement. « Cela fait si longtemps que je fais ce qu'on attend de moi, que j'ai oublié ce que je voulais vraiment. » Cette confession, prononcée d'une voix à peine audible, toucha Alix au plus profond. Elle serra doucement sa main, un geste simple mais lourd de sens. « Peut-être que c'est pour ça que vous êtes arrivé jusqu'ici, » murmura-t-elle. « Pour vous souvenir. » Dehors, la tempête commençait à s'apaiser. Les éclairs se faisaient plus rares et le vent perdait de sa violence. Mais à l'intérieur, dans la chaleur dorée de cette maison perdue au bout du monde, quelque chose venait de naître, quelque chose de fragile et de précieux qui ressemblait à un début. Valentin tourna sa main pour entrelacer ses doigts avec ceux d'Alix. Ce geste simple scella un pacte silencieux entre eux, celui de deux âmes perdues qui venaient de se trouver. Le lendemain matin, Alix s'éveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, elle avait rêvé de quelque chose d'autre que de solitude. Les images floues de la soirée précédente remontaient à sa mémoire. La main de Valentin dans la sienne, ses yeux gris-bleu fixés sur elle, avec une intensité troublante, sa voix grave qui avouait des secrets qu'elle devinait lourds. Elle se leva plus tôt que d'habitude et prépara son petit déjeuner en regardant par la fenêtre. La tempête avait laissé place à un ciel d'un bleu cristallin et l'océan, apaisé, scintillait sous les premiers rayons du soleil. Au loin, elle aperçut une silhouette solitaire qui marchait sur la plage. Valentin. Sans réfléchir, elle enfila ses bottes et sortit de la maison. L'air marin était vif et pur, chargé de cette odeur particulière qui suit les orages. Ses pas la menèrent naturellement vers le sentier côtier qui descendait vers la grève. Il était là, debout face aux vagues, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Ses cheveux bougeaient doucement dans la brise matinale, et elle remarqua qu'il avait l'air plus détendu qu'hier soir, comme si la nuit avait emporté une partie de ses tensions. « Vous êtes matinal » dit-elle en s'approchant. Il se retourna et son visage s'éclaira d'un sourire authentique qu'elle ne lui avait pas encore vu. « J'ai toujours aimé l'aube » répondit-il. « C'est le seul moment où le monde semble vraiment neuf. » Ils restèrent côte à côte, contemplant l'immensité qui s'étendait devant eux. Alix sentait la présence de Valentin comme une chaleur familière, troublante et rassurante à la fois. « Merci pour hier soir » dit-il soudain. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une vraie conversation. » Une vraie conversation ? Sans calcul, sans arrière-pensée, juste deux personnes qui se parlent vraiment. Alix comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Elle aussi avait oublié ce que c'était que de se sentir écoutée, comprise. « Vous allez rester longtemps à Plouhinec » demanda-t-elle, surprise par sa propre audace. « Je ne sais pas, admit-il. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de planning, pas d'obligation. C'est vertigineux. » Ils se mirent à marcher le long de la plage, leurs pas s'accordant naturellement. Alix lui montra les rochers qu'elle escaladait enfant, la crique cachée où elle venait lire quand elle était adolescente, les ruines d'un ancien fort qui dominait la côte. « Vous connaissez chaque pierre de cet endroit » observa Valentin. « C'est ma prison dorée » répondit-elle avec un sourire mélancolique, « ou votre royaume secret. » Cette réponse la surprit. Personne n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Pour tous les habitants du village, elle était la fille Moreau qui n'avait jamais su partir. Mais dans les mots de Valentin, sa fidélité à ce lieu prenait une autre dimension. « Et votre royaume, à vous, il ressemblait à quoi » osa-t-elle demander. Le visage de Valentin se durcit imperceptiblement. À une cage dorée, très dorée, mais une cage quand même. Ils s'arrêtèrent près d'un rocher plat où Alix avait l'habitude de s'asseoir pour peindre. Valentin remarqua les traces de peinture sur la pierre, les pinceaux oubliés dans une anfractuosité. « Vous peignez ici ?»« Parfois, quand l'inspiration vient. »« Je peux voir ?» Alix hésita. Elle n'avait montré ses toiles à personne depuis son retour de Paris. Mais quelque chose dans le regard de Valentin la poussa à accepter. « Venez » dit-elle en remontant vers sa maison. « Mais ne vous attendez à rien d'extraordinaire. » Dans son petit atelier aménagé dans l'ancienne remise, des dizaines de toiles étaient rangées contre les murs. Valentin les examina une par une en silence, et Alix sentait son cœur battre de plus en plus vite.
Ces peintures étaient son âme mise à nu. Paysages marins aux couleurs changeantes, portraits de pêcheurs au visage buriné, études de lumière sur les rochers. « Alix », murmura-t-il après un long moment. « C'est magnifique. » Il s'arrêta devant une toile particulière, une vue du phare au coucher du soleil, baignée d'une lumière dorée qui lui donnait un aspect presque magique. « Vous voyez la beauté partout, » dit-il d'une voix émue, « même dans l'abandon, même dans la solitude. C'est un don rare. » Alix sentit ses joues s'empourprer. Depuis combien de temps n'avait-elle pas reçu de compliments sincères? « Ce ne sont que des passe-temps, » balbutia-t-elle. « Non, » dit-il fermement en se tournant vers elle. « C'est votre voix, votre façon de dire au monde que vous existez. » Il s'approcha d'elle et elle sentit son souffle sur sa peau. L'intensité de son regard la troublait au point qu'elle ne savait plus où poser les yeux. « Pourquoi n'exposez-vous pas ?» demanda-t-il doucement. « Qui viendrait voir l'étoile d'une inconnue perdue au bout du monde? »« Moi, » répondit-il simplement. « Et si moi je les vois, d'autres les verront aussi. » Cette conversation fut interrompue par la sonnerie stridente du téléphone de Valentin. Son visage changea instantanément, redevenant fermé, méfiant. Il regarda l'écran et Alix vit passer une ombre de panique dans ses yeux. « Excusez-moi, » dit-il en sortant de l'atelier. Alix l'entendit répondre d'une voix sèche, professionnelle, complètement différente de celle qu'elle commençait à connaître. « Oui, Laurent. Non, je ne reviendrai pas maintenant. Les actionnaires peuvent attendre. C'est mon frère qui t'envoie, n'est-ce pas ?» Le ton montait. Alix ne voulait pas écouter, mais la voix de Valentin portait malgré lui. « Dis à Nicolas que je ne suis pas prêt. »« Pas encore. »« Non, tu ne comprends pas. »« Une semaine ? » ?»« Impossible. » Il y eut un long silence, puis Valentin reprit, plus bas. « Oui, je sais ce que représente cette fusion. Oui, je sais que notre père aurait voulu... Laisse-moi encore quelques jours. » Quand il raccrocha et revint dans l'atelier, son visage était transformé. L'homme détendu de ce matin avait disparu, remplacé par quelqu'un de tendu, préoccupé. « Des problèmes ?» demanda Alix avec prudence. Valentin la regarda longuement, comme s'il pesait ce qu'il pouvait lui dire. « Ma vraie vie qui me rattrape, » soupira-t-il, « plus vite que je ne l'espérais. »« Vous allez devoir partir ?» La question avait jailli malgré elle, chargée d'une angoisse qu'elle ne chercha pas à dissimuler. L'idée de le voir disparaître aussi soudainement qu'il était apparu lui était insupportable. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, « mais je sais que je ne veux pas. » Il s'approcha d'elle et prit délicatement son visage entre ses mains. Ce geste simple fit battre le cœur d'Alix si fort qu'elle était certaine qu'il l'entendait. « Alix, » murmura-t-il, « qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle ne sut que répondre parce qu'elle se posait la même question. En 2 jours, cet homme avait bouleversé sa vie tranquille, réveillé en elle des émotions qu'elle croyait mortes. « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle, « mais moi aussi, il m'arrive quelque chose. » Leurs lèvres se rapprochèrent lentement, comme attirées par une force invisible. Le premier baiser fut hésitant, presque timide, puis plus profond quand ils réalisèrent que l'attraction était réciproque. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient troublés, conscients qu'ils venaient de franchir une ligne invisible. Les jours qui suivirent ce premier baiser furent les plus beaux qu'Alix ait vécus depuis des années. Valentin venait la retrouver chaque matin sur la plage, et ensemble, ils exploraient les recoins secrets de la côte. Il l'aidait parfois à restaurer le phare, ses mains de citadin s'habituant peu à peu aux outils et à la peinture. « Attention !» dit-elle en le voyant tremper le pinceau sans l'essorer. « Il faut doser la peinture, sinon elle va couler. » Il éclata de rire, un rire spontané qu'elle commençait à chérir. « Je n'ai jamais rien construit de mes mains, » avoua-t-il, « à part des empires financiers. Et encore, sur papier. C'est différent ? Complètement. Ici, on voit le résultat. C'est concret, c'est beau, c'est vivant. » Alix le regardait découvrir ses plaisirs simples avec un émerveillement d'enfant. Cet homme qui avait dû diriger des entreprises, négocier des contrats de millions d'euros, semblait trouver une paix profonde dans ses gestes élémentaires. Mais plus les jours passaient, plus les appels téléphoniques se faisaient pressants. Valentin s'éloignait alors de plus en plus souvent pour répondre, et Alix voyait à son retour les plis de soucis se creuser sur son front. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans la cuisine d'Alix, habitude qu'ils avaient prise naturellement, il sembla particulièrement préoccupé. « Vous voulez en parler ?» demanda-t-elle en débarrassant leurs assiettes. Valentin soupira et passa une main lasse dans ses cheveux. « C'est compliqué, » dit-il. « Mon frère, Nicolas, il gère l'entreprise familiale en mon absence, mais il y a une fusion importante qui se négocie, une fusion qui pourrait changer notre avenir. Et vous devez être là ? En théorie, oui, je suis le PDG. » Il marqua une pause. « Enfin, j'étais. Je ne sais plus très bien où j'en suis. » Alix s'assit face à lui, inquiète de le voir si tourmenté. «
Que s'est-il passé pour que vous partiez si brutalement ?» Valentin resta silencieux longtemps, luttant visiblement avec lui-même. « Il y a eu un scandale, » finit-il par avouer. « Pas de ma faute directement, mais j'ai couvert quelqu'un. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Les médias ont eu vent de l'histoire. Ma réputation, celle de l'entreprise, tout s'effondrait. Et cette personne, elle m'a trahi. » Sa voix se durcit, après que j'ai tout risqué pour la protéger. Alix tendit la main vers lui, cherchant à apaiser cette douleur qu'elle lisait dans ses yeux. « C'est pour ça que vous ne faites plus confiance à personne. Je pensais que oui, » murmura-t-il en serrant ses doigts, « jusqu'à ce que je vous rencontre. » Ces mots touchèrent Alix au cœur. Elle se leva et vint s'asseoir près de lui sur le canapé. « Valentin, dit-elle doucement, vous ne pouvez pas fuir éternellement. »« Je ne fuis pas, » protesta-t-il. « J'apprends à vivre. »« Avec moi ?» La question était sortie malgré elle, chargée de tous ses espoirs et de toutes ses peurs. Valentin la regarda intensément. « Avec vous, oui, » répondit-il en caressant sa joue, « si vous le voulez. » Leur baiser cette fois fut différent du premier. Plus profond, plus désespéré aussi, comme s'ils savaient tous deux que quelque chose menaçait ce bonheur fragile qu'ils construisaient. Le lendemain matin, Alix fut réveillée par un bruit de moteur inhabituel. En regardant par la fenêtre, elle vit une voiture de sport rouge garée devant l'hôtel des Embruns. Un homme en costume sombre en descendait, parlant vivement au téléphone. Même à distance, elle remarqua sa ressemblance avec Valentin. Plus mince, les cheveux plus clairs mais le même port altier, la même élégance naturelle. Son sang se glaça. Le frère de Valentin venait d'arriver. Elle s'habilla rapidement et sortit, espérant croiser Valentin avant qu'il ne voie son visiteur. Mais il était trop tard. Les deux hommes étaient déjà face à face devant l'hôtel et leur conversation semblait houleuse. « Nicolas » entendait-elle Valentin dire d'une voix tendue. « Je t'avais dit que je n'étais pas prêt. »« 3 semaines, Valentin » répliquait l'autre d'un ton cassant. « 3 semaines que tu joues à l'ermite pendant que notre entreprise part en lambeaux. Notre entreprise se porte très bien sans moi, apparemment. » « Tu te trompes. » Nicolas baissa la voix, mais Alix pouvait encore entendre. « Les Japonais menacent de retirer leur offre. Ils veulent traiter avec le vrai patron, pas avec son remplaçant. Alors dis-leur que le vrai patron a démissionné. »« Valentine !» La voix de Nicolas claqua comme un fouet. « Papa nous a légué cet empire. Tu ne peux pas tout abandonner pour... » « Pourquoi ? Pour jouer au peintre du dimanche dans ce trou perdu ?» Alix sentit son cœur se serrer. Était-ce ainsi qu'ils voyaient leur relation? Un jeu? Une parenthèse avant de retrouver sa vraie vie? « Attention à tes mots, » dit Valentin, mais sa voix manquait de conviction. « Regarde-toi, » continua Nicolas impitoyablement. « Tu as l'air d'un vagabond. Ce n'est pas toi, Valentin. Ce n'est pas notre monde. Peut-être que je n'ai jamais voulu de votre monde. »« Notre monde, » rectifia Nicolas. « Et arrête de faire l'enfant. Tu as des responsabilités envers l'entreprise, envers nos employés, envers moi. » Alix vit Valentin vaciller sous le poids de ses arguments. Elle aurait voulu s'approcher, le soutenir, mais elle comprenait que cette conversation ne la concernait pas. Pas encore, peut-être jamais. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Valentin. « Tu as jusqu'à vendredi, » trancha Nicolas. « Soit tu reviens à Paris avec moi, soit je saborde la fusion et j'explique aux médias que le grand Valentin Chevalier a craqué. À toi de voir. » Il remonta dans sa voiture et démarra dans un crissement de pneus, laissant Valentin seul sur la route. Alix hésita puis s'approcha lentement. Valentin avait l'air assommé, comme quelqu'un qui vient de recevoir un coup violent. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle et elle lut dans ses yeux une douleur immense. « Vous avez entendu. Une partie, » admit-elle, « assez pour comprendre que vous êtes dans une situation difficile. » Valentin la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une force désespérée. « Je ne veux pas vous perdre, » murmura-t-il contre ses cheveux, « mais je ne sais pas comment faire. » Alix ferma les yeux, respirant son odeur devenue si familière. Elle savait déjà qu'elle allait souffrir. Elle le savait depuis le premier jour, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas lui demander de choisir entre elle et sa vie. « On trouvera une solution, » dit-elle, sans y croire vraiment. Mais au fond d'elle-même, elle sentait que leur bulle de bonheur venait de se fissurer et que vendredi approchait inexorablement. Les 3 jours qui suivirent la visite de Nicolas furent empreints d'une mélancolie sourde. Valentin oscillait entre des moments de bonheur intense avec Alix et de longues périodes de silence où elle le sentait s'éloigner mentalement, happé par des préoccupations qu'il ne parvenait pas à partager complètement. Le mercredi matin, Alix le trouva assis sur leur rocher habituel, le regard perdu vers l'horizon. Elle s'installa à côté de lui sans dire un mot, respectant sa méditation silencieuse. « J'ai rêvé de mon père cette nuit », dit-il finalement d'une voix à peine audible. Alix attendit qu'il continue,
comprenant que cette confidence était importante. Il est mort il y a 5 ans, cancer foudroyant. 3 mois entre le diagnostic et la fin. Valentin ramassa un galet et le fit tourner entre ses doigts. Ses dernières paroles ont été pour me demander de veiller sur l'entreprise qu'il avait créée, de continuer son œuvre. Et c'est ce que vous avez fait? Pendant 5 ans, oui, au détriment de tout le reste, de ma vie privée, de mes désirs, de mes rêves. Il lança le galet dans les vagues. Je ne suis même plus sûr d'avoir jamais eu de rêve. Alix posa sa main sur son bras, sentant la tension qui l'habitait. Vous les retrouverez, dit-elle, avec une conviction qu'elle ne ressentait pas entièrement. Et si mes rêves ne sont pas compatibles avec mes obligations? Cette question flottait entre eux comme une menace. Alix comprenait qu'il ne parlait pas seulement de l'entreprise. Il parlait d'eux. Que représente vraiment cette fusion? Demanda-t-elle. Valentin soupira profondément. L'aboutissement de 20 ans de travail de mon père, un partenariat avec le plus grand groupe industriel japonais. Si ça marche, nous devenons leaders européens dans notre secteur. Si ça échoue, vous perdez tout. Nicolas perd tout. Moi, je perds surtout l'héritage de mon père. Ils restèrent silencieux, chacun pesant les implications de cette réalité. Le soleil montait dans le ciel d'automne, réchauffant timidement l'air marin. Et s'il existait une troisième voie, suggéra Alix avec hésitation. Laquelle? Vous pourriez gérer l'entreprise différemment, à distance parfois. Rien ne vous oblige à vivre à Paris. Valentin la regarda avec surprise, puis un sourire triste étira ses lèvres. Vous imaginez des réunions de conseil d'administration par visioconférence depuis Plouhinec, des négociations internationales entre la réparation du phare et nos promenades sur la plage. Quand il présenta les choses ainsi, l'idée paraissait effectivement naïve. Alix sentit ses joues s'empourprer. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle, je ne connais rien à votre monde. »« Non, dit-il fermement en prenant son visage entre ses mains. C'est moi qui vous demande pardon. Vous essayez de nous trouver une solution et moi j'ai peur. Peur de quoi? De vous embarquer dans quelque chose qui vous détruirait. Mon monde, Alix, c'est impitoyable. Les médias, la pression, les gens qui vous utilisent. Je ne veux pas que vous traversiez ça. » Cette déclaration toucha Alix au cœur. Il cherchait à la protéger, même si cela signifiait se sacrifier. « Et si c'était mon choix à moi ?» dit-elle doucement. « Vous ne savez pas ce que vous dites. Alors expliquez-moi. » Valentin se leva et fit quelques pas nerveux sur le sable. « Vous voulez savoir? Très bien. » Sa voix prit une dureté qu'elle ne lui connaissait pas. La personne qui m'a trahi, celle pour qui j'ai tout risqué, c'était ma fiancée, Camille. Nous devions nous marier au printemps. Alix sentit son cœur se serrer. Il ne lui avait jamais parlé d'une fiancée. Elle travaillait avec nous, brillante, ambitieuse. J'étais fou d'elle. Il eut un rire amer. Quand les enquêteurs ont découvert qu'elle détournait des fonds pour alimenter ses comptes personnels, j'ai menti pour elle. J'ai prétendu que c'était moi. J'ai pris toute la responsabilité. Et elle a témoigné contre moi. Elle a raconté aux journalistes que j'étais un manipulateur, un homme violent même. Tout pour sauver sa peau. Alix encaissa cette révélation comme un coup. L'ampleur de la trahison expliquait tant de choses. Sa méfiance, ses silences, sa fuite. « Je suis désolée, dit-elle simplement. Les médias ont fait leur chou gras de l'affaire. Le prince des affaires déchu, Valentin Chevalier, de l'Olympe à l'enfer. Vous imaginez les gros titres. » Il revint s'asseoir près d'elle. « C'est ce qui vous attend si vous restez avec moi, Alix. Les paparazzis, les rumeurs, l'analyse de chacun de vos gestes. Vous pensez que je ne suis pas assez forte pour affronter cela? Je pense que vous ne devriez pas avoir à l'affronter. » Cette conversation fut interrompue par l'arrivée d'un homme élégant sur le sentier côtier. La cinquantaine, costume impeccable malgré la promenade sur la plage, il avançait vers eux d'un pas déterminé. « Monsieur Chevalier ?» dit-il en s'approchant. « Je suis Laurent Dubois, votre directeur financier. Nous nous sommes parlé au téléphone. » Valentin se leva, instantanément sur ses gardes. « Laurent, que faites-vous ici? Nicolas m'a envoyé. Il faut que vous sachiez, les Japonais partent demain soir, définitivement. Si vous n'êtes pas à Paris pour signer vendredi matin, c'est fini. » L'homme jeta un regard discret vers Alix, qui se sentit soudain de trop dans cette conversation. « Et ce n'est pas tout, » continua Laurent. « Camille a donné une interview exclusive au Figaro. Elle sort demain. Elle raconte votre relation actuelle. Elle a des photos. » Valentin pâlit. « Quelles photos? De vous ici, avec mademoiselle. » Il salua poliment Alix. « Camille présente cela comme la preuve de votre instabilité. Il collectionne les femmes perdues pour réparer son ego blessé. C'est le genre d'angle qu'elle développe. » Alix sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Ainsi, elle n'était qu'une thérapie pour Valentin, une façon de panser ses blessures. « Laurent,
dit Valentin d'une voix glaciale. « Vous allez retourner à votre voiture et m'attendre. J'ai à parler à mademoiselle Moreau. »« Bien sûr, monsieur. Mais il faut vraiment que nous partions ce soir si nous voulons arriver à temps. » Quand ils furent seuls, Valentin se tourna vers Alix. Elle lisait dans ses yeux une douleur immense, mais aussi une résolution qui la terrifiait. « Alix, c'est vrai ?» l'interrompit-elle. « Je ne suis qu'une façon de vous reconstruire ?»« Non !» Il la prit par les épaules. « Non, vous êtes la première chose vraie qui m'arrive depuis des années. Mais vous allez partir quand même. » Ce n'était pas une question. Elle connaissait déjà la réponse. « Je ne peux pas vous faire subir ça, dit-il dans un souffle. Cette interview, les photos, votre nom va être sali dans tous les journaux. Votre tranquillité, votre vie. Je ne peux pas être responsable de ça. » Alix sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle ne voulait pas qu'il parte avec l'image d'une femme brisée. « Et si je vous disais que je m'en moque ?» dit-elle d'une voix ferme. « Et si je vous disais que je suis prête à affronter tout ça pour vous ?» Valentin ferma les yeux, comme si ces mots lui faisaient mal. « Alors je vous dirais que vous ne me connaissez pas assez pour prendre une telle décision. » Il l'embrassa une dernière fois, un baiser désespéré qui goûtait les adieux. Le silence qui suivit ce baiser d'adieu fut le plus lourd qu'Alix ait jamais connu. Valentine la regardait comme s'il tentait de graver chaque détail de son visage dans sa mémoire, tandis qu'elle luttait contre l'envie de le supplier de rester. « Combien de temps ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Pour la signature ? Quelques jours. Mais pour tout le reste, il n'acheva pas sa phrase. « Pour nous oublier, vous voulez dire ?» Valentin tressaillit comme si elle venait de le gifler. « Je ne vous oublierai jamais, Alix. Jamais. Mais vous ne reviendrez pas. » Ce n'était plus une question. Elle lisait la vérité dans ses yeux gris-bleus qui avaient perdu leur chaleur habituelle. « Je ne peux pas vous demander de m'attendre, » dit-il. « Ce ne serait pas juste. Vous méritez quelqu'un qui peut vous offrir une vraie vie, pas un homme traqué par son passé et ses obligations. » Alix sentit une colère sourde monter en elle, une colère libératrice qui balaya momentanément la tristesse. « Et vous méritez quoi, Valentin ? De passer votre vie à payer pour les erreurs des autres, à porter un fardeau qui n'est même pas le vôtre ? C'est plus compliqué que... » « Non !» Elle se leva brusquement. « C'est exactement ça. Vous fuyez depuis des mois, vous trouvez enfin la paix, vous trouvez... » Elle hésita sur le mot qu'elle allait prononcer. « L'amour », acheva-t-il à sa place. Ce mot, prononcé pour la première fois entre eux, les figea tous les deux. Il flottait dans l'air marin comme une évidence douloureuse. « Oui, murmura-t-elle, l'amour. Et au premier obstacle, vous abandonnez tout. »« Je ne vous abandonne pas, je vous protège. Je ne vous ai rien demandé. » Leur première vraie dispute éclatait au moment où ils allèrent se séparer. L'ironie de la situation n'échappa à aucun d'eux. Laurent Dubois apparut au bout du chemin, tout sautant discrètement. « Monsieur Chevalier, nous devons vraiment partir si nous voulons prendre le dernier vol pour Paris. » Valentin ferma les yeux une seconde, puis se tourna vers Alix. « Je dois y aller. » Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. La colère était retombée, remplacée par un vide immense. « Alix !» Il tendit la main vers elle, mais elle recula d'un pas. « Partez, dit-elle simplement, puisque c'est votre choix. » Elle le vit hésiter, puis se résoudre à s'éloigner. Il fit quelques pas vers Laurent, puis se retourna une dernière fois. « Continuez à peindre, dit-il. Le monde a besoin de votre regard. » Puis il disparut sur le sentier, emmenant avec lui toute la lumière qu'Alix avait retrouvée ces dernières semaines. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles de la vie d'Alix. Pas même la mort de ses parents ne l'avait laissée dans un tel état de désolation. Cette fois, la douleur venait du choix, de l'abandon volontaire, de l'amour qui n'avait pas suffi. Le village retrouvait peu à peu son rythme habituel, mais pour Alix, tout avait changé. La maison lui semblait trop grande, trop silencieuse. Le phare qu'elle restaurait avec tant de passion lui apparaissait soudain dérisoire. À quoi bon redonner vie à quelque chose qui ne servirait jamais à guider personne ? « Tu as une petite mine, ma chérie, » lui dit Madame Guilloux le surlendemain. « Ce n'est pas à cause de ce monsieur qui est reparti, j'espère ?» Alix ne répondit pas, se contentant d'acheter son pain et de rentrer chez elle. Ce fut le vendredi matin, le jour où Valentin devait signer son contrat, qu'elle découvrit l'article. Madame Guilloux l'attendait avec le journal du jour, l'air gêné. « Je pensais que tu devais le savoir, dit-elle, en lui tendant le Figaro. » La photo s'étalait sur 2 colonnes. Valentin et elle enlacés sur la plage, surprise dans un moment d'intimité qu'elle croyait privé. Le titre claquait comme une gifle. Valentin Chevalier, sa nouvelle proie pour oublier le scandale. L'article était signé par Camille Beaumont. Alix lut avec une fascination horrifiée la description qu'en faisait son ancienne fiancée, une artiste de province en quête de notoriété, une femme fragile qu'il manipule comme il a tenté de me manipuler.
le même schéma destructeur qui révèle sa vraie nature. Le journaliste avait poussé l'enquête. Il détaillait la vie d'Alix, ses parents décédés, son isolement, son échec à Paris. Tout était présenté sous l'angle de la manipulation. Valentin qui profitait d'une femme vulnérable pour reconstruire son ego. Ce tissu de mensonges, explosa Madame Guilloux, qui avait lu par-dessus son épaule. Ils ne te connaissent même pas. Mais Alix n'écoutait plus. Une phrase la frappait particulièrement. Selon nos sources, M. Chevalier aurait quitté précipitamment la Bretagne hier soir, abandonnant une fois de plus une femme éprise. Un comportement qui confirme ses tendances manipulatrices. Ainsi, Valentin avait eu raison. Cette exposition médiatique était exactement ce qu'il avait voulu lui éviter. Et pourtant, elle ne ressentait pas l'humiliation attendue. Elle ressentait une rage froide. L'après-midi même, Alix prit une décision qui l'étonna elle-même. Elle sortit ses plus belles toiles de l'atelier et les disposa dans sa maison. Puis elle prit son téléphone et appela le seul numéro qu'elle avait gardé de sa vie parisienne. « Margot, c'est Alix Moreau. Oui, après toutes ces années, j'aurais besoin de ton aide. » Margot Lavigne était devenue l'une des galeristes les plus influentes de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait été sa camarade aux Beaux-Arts. « Ma chérie, j'ai vu l'article ce matin. Quelle horreur! Mais dis-moi, tu peins toujours? Plus que jamais. Parfait. Je peux venir voir? Demain? » Alix regarda par la fenêtre le phare qui se dressait contre le ciel gris. Pour la première fois depuis le départ de Valentin, elle sentait une énergie nouvelle l'habiter. « Venez, dit-elle. Il faut que vous voyiez ce que j'ai créé ici. » Le samedi matin, quand la voiture de Margot se gara devant la maison, Alix l'attendait sur le seuil. Son ancienne camarade descendit du véhicule, élégante comme toujours, mais avec une expression inquiète. « Mon Dieu, Alix, dit-elle en l'embrassant, dans quel pétrin tu t'es mise? Entrez d'abord, regardez. » Margot pénétra dans la maison transformée en galerie improvisée et s'arrêta net. Ses yeux experts scrutaient chaque toile, chaque jeu de lumière, chaque émotion capturée. « Alix, murmura-t-elle après un long moment, c'est extraordinaire. Tu as trouvé ta voie. Vous pensez? J'en suis certaine. Ces paysages, cette mélancolie. Il y a une vérité là-dedans que je n'ai pas vue depuis des années dans les galeries parisiennes. » Margot s'arrêta devant le portrait du phare au coucher du soleil, celui que Valentin avait tant admiré. « Celui-ci, dit-elle, il me donne des frissons. On sent toute la solitude du monde, mais aussi une espérance. C'est bouleversant. » Alix sentit son cœur se gonfler d'un bonheur qu'elle avait oublié, celui d'être reconnue pour son art. « Je veux organiser une exposition, » déclara Margot. « Le mois prochain, Alix Moreau, Lumière de Bretagne. L'actualité va nous aider paradoxalement. Tout le monde voudra voir les œuvres de la femme qui a inspiré Valentin Chevalier. Et s'il revient, il trouvera une femme accomplie, pas une victime. » Pour la première fois depuis son départ, Alix sourit vraiment. Un mois plus tard, Alix se tenait devant la galerie Lavigne, sur le boulevard Saint-Germain, et contemplait son nom inscrit en lettres dorées sur la devanture. Alix Moreau, Lumière de Bretagne. Ces mots lui semblaient irréels. Elle portait une robe noire simple mais élégante, ses cheveux relevés en un chignon lâche qui laissait échapper quelques mèches rebelles. Pour la première fois depuis des années, elle s'était maquillée avec soin. Cette femme qui se reflétait dans la vitrine était différente de celle qui restaurait son phare en solitaire, plus assurée, plus présente au monde. « Tu es magnifique », dit Margot en la rejoignant sur le trottoir. « Et regarde-moi cette foule !» En effet, une file d'attente s'était formée devant la galerie. Journalistes, critiques d'art, curieux attirés par le scandale ou sincèrement intéressés par son travail, peu importait. L'essentiel était qu'ils soient venus. « J'ai peur », avoua Alix. « C'est normal. Mais souviens-toi, ce soir, tu ne dois rien à personne. Tes œuvres parlent pour toi. » En pénétrant dans la galerie, Alix fut saisie par l'émotion. Ces toiles, ces fragments de son âme nés dans la solitude de Plouhinec, étaient magnifiquement mises en valeur sous l'éclairage professionnel. Chaque paysage marin semblait vibrer de vie, chaque étude de lumière captait l'attention. Les premiers invités commençaient à arriver. Alix reconnut quelques visages, des journalistes qu'elle avait vus à la télévision, des collectionneurs que Margot lui avait présentés en photo. Elle serrait des mains, souriait, répondait aux questions avec une assurance qui la surprenait elle-même. « Mademoiselle Moreau, » dit un critique du Monde, « vos œuvres dégagent une mélancolie saisissante. Est-ce lié à votre histoire personnelle récente ?» Alix avait redouté cette question, mais elle y répondit avec sincérité. « Ma peinture naît de ma relation à la solitude, à l'isolement, mais aussi de la beauté qui persiste même dans l'abandon.
Le phare que je peins souvent n'éclaire plus les navires. Pourtant, il reste debout, témoin silencieux de tous les naufrages et de tous les retours. La réponse sembla satisfaire le journaliste, qui nota soigneusement ses propos. Au fil de la soirée, Alix sentait sa confiance grandir. Les commentaires étaient positifs. Plusieurs toiles avaient déjà trouvé acquéreur. Elle était en train de discuter avec une collectionneuse quand Margot l'attrapa discrètement par le bras. « Il faut que tu vois ça », chuchota-t-elle en désignant l'entrée de la galerie. Camille Beaumont venait de faire son entrée, éclatante dans une robe rouge qui attirait tous les regards. Grande, blonde, le visage parfaitement dessiné, elle correspondait exactement à l'image que s'était faite Alix de l'ex-fiancé de Valentin. « Que fait-elle ici » demanda Alix, sentant son estomac se nouer. « Je n'en ai aucune idée. Mais reste calme. » Camille se dirigeait droit vers elle, un sourire carnassier aux lèvres. Les conversations s'interrompèrent sur son passage. Tout le monde reconnaissait la femme qui avait défrayé la chronique. « Mademoiselle Moreau » dit-elle d'une voix mielleuse, en tendant une main manucurée. « Félicitations pour cette exposition. C'est touchant. » Le mot était prononcé avec un mépris à peine dissimulé. Alix serra la main tendue, refusant de se laisser impressionner. « Merci d'être venue, » répondit-elle poliment. Camille se mit à examiner les toiles avec une attention théâtrale. Elle s'arrêta longuement devant le portrait du phare. « Mélancolique », commenta-t-elle assez fort pour être entendue des invités alentour. On sent bien le désespoir de l'artiste, cette quête désespérée d'amour qui transpire dans chaque coup de pinceau. Alix sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda son calme. « L'art est subjectif, dit-elle. Chacun y voit ce qu'il porte en lui. Comme c'est philosophique. » Camille se tourna vers elle avec un sourire faux. « Dites-moi, vous avez des nouvelles de Valentin, depuis qu'il vous a quitté ?» Le silence se fit autour d'elle. Tous les invités tendèrent l'oreille, sentant venir l'affrontement. « Nous ne sommes plus en contact, » répondit Alix avec dignité. « Bien sûr, c'est son habitude, vous savez. Il collectionne les femmes fragiles, les console, puis passe à autre chose quand ça ne l'amuse plus. »« Madame Beaumont, » intervint Margot d'une voix ferme, « je vous rappelle que vous êtes dans ma galerie. » Mais Camille n'en avait pas fini. « Au fait, » dit-elle en fouillant dans son sac, « j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Elle sortit son téléphone et fit défiler des photos. Alix aperçut Valentin, en costume, dans ce qui ressemblait à un bureau luxueux. Il avait l'air fatigué, amaigri. « Prise hier », précisa Camille avec satisfaction. « Il a signé sa fusion, bien sûr. 10 milliards d'euros, vous vous rendez compte? Et tenez-vous bien, il va se fiancer. » Le cœur d'Alix s'arrêta de battre. Avec qui? Akiko Tanaka, la fille du patron japonais. Un mariage d'affaires, évidemment. Ils annoncent leurs fiançailles la semaine prochaine. Alix encaissa le coup sans broncher, mais elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Je vois, » dit-elle simplement. « Vous voyez ?» Camille éclata de rire. « C'est tout? Pas de crise de nerfs? Pas d'évanouissement? Vous êtes plus solide que je ne pensais. Ou moins naïve que vous ne l'espériez, » répliqua Alix d'une voix posée. Cette répartie provoqua quelques rires approbateurs dans l'assistance. Camille perdit momentanément son assurance. « En tout cas, » reprit-elle, « maintenant vous savez ce que vous valez réellement pour lui. Une parenthèse, une thérapie de quelques semaines. » Alix la regarda droit dans les yeux. « Madame Beaumont, » dit-elle d'une voix claire qui porta dans toute la galerie, « je vous remercie d'être venue ce soir. Vos œuvres à vous, où peut-on les voir? Mes œuvres, vos créations, votre art, votre contribution au monde, puisque vous semblez si bien connaître la valeur des choses. » Le silence était total. Camille ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Je ne suis pas artiste. »« Non, » confirma Alix avec un sourire serein. « Vous êtes juste une femme amère qui vit dans le passé. Moi, j'ai choisi d'avancer. » Camille tourna les talons et quitta la galerie sous les murmures admiratifs de l'assistance. Plusieurs invités applaudirent discrètement. « Bravo !» chuchota Margot. « Tu viens de marquer des points auprès de tout le monde. » Mais Alix n'écoutait plus. La nouvelle des fiançailles de Valentin résonnait dans sa tête comme un glas. Elle avait gagné cette bataille, mais elle venait de perdre définitivement l'espoir de le revoir. La soirée se poursuivit dans une ambiance survoltée. L'exposition était un succès. 15 toiles vendues, 3 commandes, des articles promis dans la presse. Alix avait réussi son pari. Pourtant, quand elle se retrouva seule dans sa chambre d'hôtel, elle pleura pour la première fois depuis le départ de Valentin. Non pas sur ce qu'elle avait perdu, mais sur ce qui n'aurait jamais la chance d'exister. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle ne retournerait pas à Plouhinec, pas tout de suite. Elle avait une nouvelle vie à construire, et elle la construirait ici, à Paris, avec ou sans lui. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'exposition.
Alix avait trouvé un petit atelier dans le 11e arrondissement, avec une verrière qui laissait entrer la lumière du matin. Paris l'avait accueillie différemment cette fois, non plus comme une étudiante timide, mais comme une artiste reconnue. Les commandes affluaient, et elle préparait déjà sa 2e exposition. Ce matin de février, elle peignait un nouveau paysage marin de mémoire quand son téléphone sonna. Margot l'appelait, visiblement agitée. « Alix, il faut que tu allumes les infos. Chaîne 2. Maintenant. » Intriguée, elle posa son pinceau et alluma la télévision. Le présentateur parlait d'un séisme dans le monde des affaires français. Valentin Chevalier, PDG du groupe Chevalier Industries, a annoncé ce matin la rupture de sa fusion avec le consortium japonais Tanaka. Cette décision, prise contre l'avis de son conseil d'administration, représente une perte estimée à plusieurs milliards d'euros. L'image basculait sur Valentin sortant d'un immeuble parisien, poursuivi par une meute de journalistes. Il avait l'air épuisé, amaigri, ses traits tirés trahissant une fatigue profonde. « Monsieur Chevalier, pourquoi cette décision? Que devient votre mariage avec mademoiselle Tanaka ?» Valentin s'arrêta net et se tourna vers les caméras. Alix retint son souffle. « Il n'y aura pas de mariage, » dit-il d'une voix ferme. « Cette union était une erreur, comme cette fusion était une erreur. Mais l'héritage de votre père? Mon père aurait voulu que je sois heureux, coupa-t-il. Pas que je sacrifie ma vie à des calculs financiers. » Il disparut dans une voiture, laissant les journalistes sur leur faim. Alix éteignit la télévision, le cœur battant. Que signifiait cette décision? Et pourquoi ressentait-elle un mélange d'espoir et d'appréhension? Son téléphone sonna de nouveau, un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Mademoiselle Moreau, ici Laurent Dubois, du groupe Chevalier. Nous nous sommes rencontrés en Bretagne. » Alix se souvenait. L'homme qui était venu chercher Valentin. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Dubois? C'est plutôt ce que je peux faire pour vous. Valentin, monsieur Chevalier aimerait vous rencontrer. Il est à Paris. » Le cœur d'Alix s'emballa, puis la méfiance prit le dessus. Après 4 mois de silence. « Désolé, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mademoiselle, je vous en prie, il ne va pas bien. Cette rupture avec les Japonais, c'était pour vous. Il a tout quitté pour vous retrouver. Pour me retrouver? Il sait où j'habite depuis 3 mois. Mon exposition a fait les journaux, mon adresse est dans l'annuaire. S'il avait voulu me voir, il pensait que vous ne voudriez plus jamais le revoir. Après ce qui s'est passé, après les fiançailles, Alix hésita. Une part d'elle mourait d'envie de le revoir, mais l'autre, plus raisonnable, se méfiait. « Où est-il » demanda-t-elle finalement. « À l'hôtel des Grands Boulevards, suite 412. Il vous attend depuis hier soir. » Alix raccrocha, troublée. Elle resta immobile devant sa toile inachevée, pesant le pour et le contre. Finalement, sa curiosité l'emporta. Elle avait besoin de comprendre. L'hôtel des Grands Boulevards était un établissement discret du 2e arrondissement, loin de l'agitation des palaces habituels. Alix monta jusqu'au 4e étage, le cœur battant de plus en plus fort à chaque marche. Elle frappa à la porte de la suite 412. Valentin ouvrit presque immédiatement, comme s'il l'attendait derrière la porte. Le choc fut immédiat. Il avait maigri, ses traits étaient creusés, ses yeux cernés, mais surtout, il y avait en lui une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Alix », dit-il simplement. « Valentin ». Ils restèrent face à face quelques secondes, ne sachant par où commencer. « Entrez, s'il vous plaît. » La suite était luxueuse, mais impersonnelle. Valentine portait un simple jean et un pull en cachemire, les cheveux ébouriffés. Il ressemblait plus à l'homme qu'elle avait connu en Bretagne qu'au PDG en costume qu'elle avait vu aux informations. « J'ai appris pour l'exposition, » dit-il en refermant la porte. « Félicitations, vous avez réussi. »« Merci. » Sa voix était plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. « J'ai aussi appris pour votre fusion. Et vos fiançailles. » Valentin tressaillit. Les fiançailles n'ont jamais été réelles. C'était un arrangement, une clause du contrat. Je n'ai jamais pu m'y résoudre. Ah bon? Pourtant, Camille Beaumont semblait bien informée. Camille ne sait que ce qu'on veut bien lui dire. Oui, j'ai signé le contrat. Oui, j'ai accepté l'arrangement. Mais je n'ai jamais pu oublier. Il s'approcha d'elle, mais elle maintint ses distances. Oubliez quoi, Valentin? Vous, nous, ces moments à Plouhinec où j'ai enfin compris ce que signifiait être vivant. Alix sentit sa résolution faiblir, mais elle se força à rester ferme. Et il vous a fallu 4 mois pour vous en rendre compte? Il m'a fallu 4 mois pour trouver le courage de tout quitter, rectifia-t-il. L'entreprise, les obligations, les attentes, tout. Vous avez quitté l'entreprise? Valentin acquiesça. Hier matin, j'ai démissionné de tous mes postes. Nicolas prend la relève. Alix s'assit sur le canapé, assommée par cette révélation. Mais pourquoi?
Votre père, l'héritage. Mon père aurait voulu que je sois heureux, répéta-t-il, et je ne peux pas être heureux sans vous. Ces mots, qu'elle avait tant voulu entendre, la laissaient maintenant dubitative. Valentin, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Une seconde chance, la possibilité de recommencer sans mensonge, sans secret, sans pressions extérieures. Et votre fortune, votre position sociale, vous êtes prêt à tout abandonner? J'ai gardé suffisamment d'argent pour vivre confortablement sans travailler. Le reste n'a jamais été moi. Alix le regardait, cherchant dans ses yeux la moindre trace de mensonge. Elle n'en trouvait pas. Vous savez que j'ai changé, dit-elle. Je ne suis plus la femme isolée que vous avez rencontrée. J'ai ma carrière, mes projets, ma vie à Paris. Je sais, et c'est cette femme-là que j'aime. Celle qui a eu le courage de se battre, de s'imposer, de faire entendre sa voix. Il se releva et alla chercher quelque chose dans sa valise. Il en sortit une toile qu'Alix reconnut immédiatement, le portrait du phare au coucher du soleil. « Je l'ai acheté lors de votre exposition, expliqua-t-il. Je voulais garder un morceau de vous avec moi, mais j'ai réalisé que ce n'était pas suffisant. Je ne veux pas un morceau de vous, Alix. Je vous veux tout entière, avec vos rêves, vos ambitions, votre talent. » Alix sentit ses défenses s'effriter. Cet homme avait vraiment tout quitté pour elle. « Et si ça ne marchait pas ?» demanda-t-elle. « Si nous découvrions que nous nous sommes trompés, alors nous l'assumerons, ensemble. Mais donnons-nous au moins cette chance. » Il s'approcha d'elle, et cette fois elle ne recula pas. Quand il prit son visage entre ses mains, elle retrouva la douceur de ses paumes, l'intensité de son regard. « Alix, murmura-t-il, je ne veux pas te sauver, je veux juste t'aimer pour l'éternité. » Ces mots, les mêmes que dans la promissa qu'elle connaissait par cœur, la firent frissonner. Valentin s'en aperçut. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, sourit-elle. C'est juste que c'est exactement ce que j'espérais entendre. » Leur baiser eut le goût des retrouvailles et des promesses tenues. Quand ils se séparèrent, Alix avait pris sa décision. 6 mois plus tard, Alix et Valentin avaient trouvé leur rythme. Ils vivaient entre Paris et Plouhinec, partageant leur temps entre l'atelier d'Alix dans la capitale et la maison face au phare qui retrouvait peu à peu vie et couleur. Valentin avait découvert une passion inattendue pour la photographie. Ces clichés de la côte bretonne, pris avec un œil nouveau, complétaient parfaitement les peintures d'Alix. Leur première exposition commune était prévue pour l'automne. Ce matin de juillet, ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse de la maison de Plouhinec, quand Nicolas débarqua à l'improviste. Le frère de Valentin avait vieilli ces derniers mois. La gestion solitaire de l'entreprise familiale pesait visiblement sur ses épaules. « Bonjour Alix, dit-il poliment avant de se tourner vers son frère. « Valentin, il faut qu'on parle. »« Bonjour Nicolas, répondit Alix en se levant. « Je vous laisse. »« Non, intervint Valentin fermement. Alix fait partie de ma vie. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant elle. » Nicolas hésita puis s'assit lourdement sur une chaise. « Très bien. L'entreprise va mal, Valentin, très mal. Depuis ton départ, nous avons perdu 3 gros contrats. Les investisseurs n'ont plus confiance. Et les Japonais? Quoi, les Japonais? Ils ont monté leur propre filiale européenne. Ils nous concurrencent directement sur nos marchés. Sans la fusion, nous sommes vulnérables. » Valentin sirotait son café, apparemment peu ému par ces nouvelles. « Et tu veux que je fasse quoi, que je revienne ?»« Oui, » dit Nicolas sans détour. « Pas à temps plein. Mais nous avons besoin de ton nom, de ta crédibilité. Quelques mois par an pour les gros dossiers. » Alix observait les 2 frères. Elle voyait la culpabilité naissante dans les yeux de Valentin. « Combien d'employés ?» demanda-t-elle soudain. Nicolas la regarda avec surprise. « Pardon ? Combien de personnes risquent de perdre leur emploi si l'entreprise coule ? Environ 1500, répartis sur nos 3 sites. » Alix hocha la tête et posa sa main sur celle de Valentin. « C'est votre décision, dit-elle doucement. Mais je pense que vous savez déjà ce qu'il faut faire. » Valentin la regarda intensément. « Tu ne m'en voudrais pas si je reprenais partiellement du service ?»« Valentin, sourit-elle, vous n'avez jamais fui les responsabilités. Vous fuyez l'emprisonnement. Aujourd'hui, vous êtes libre, libre de choisir comment vous voulez aider. » Nicolas assistait à cet échange avec un étonnement grandissant. « Tu as changé, Valentin, dit-il. Cette femme t'a vraiment transformé. »« Non, rectifia Alix. Il s'est transformé lui-même. Moi, j'ai juste appris à l'aimer tel qu'il est vraiment. » L'après-midi même, Valentin et Nicolas travaillaient sur un plan de sauvetage de l'entreprise, tandis qu'Alix peignait sur la plage. Elle avait installé son chevalet près des rochers, captant les reflets changeants de la lumière sur l'eau. « Vous peindrez notre mariage ?» demanda une voix familière derrière elle. Elle se retourna pour voir Valentin qui l'observait, un sourire tendre aux lèvres. «
Notre mariage » répéta-t-elle, le cœur battant. « Si vous acceptez, bien sûr. » Il s'agenouilla dans le sable à côté de son chevalet et sortit un écrin de sa poche. La bague était simple mais magnifique, un solitaire entouré de petites pierres qui captèrent la lumière comme les reflets sur l'océan. « Alix Moreau, dit-il d'une voix émue, voulez-vous m'épouser? Non pas par arrangement, non pas par convenance, mais parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. » Les larmes aux yeux, Alix posa son pinceau et prit le visage de Valentin entre ses mains tachées de peinture. « Oui, murmura-t-elle, oui, je le veux. » Leur baiser fut interrompu par des applaudissements. Nicolas était sorti de la maison, visiblement ému lui aussi. « Félicitations, dit-il en les rejoignant. Papa aurait adoré Alix. »« Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda Valentin. « Parce qu'elle t'a rendu ton âme. Et pour papa, c'était ça le plus important. » Le soir, ils dînaient tous les trois dans la cuisine d'Alix. Nicolas racontait des anecdotes sur leur enfance et Alix découvrait un homme plus sensible qu'elle ne l'avait imaginé. « Au fait, dit Nicolas en finissant son verre de vin, j'ai croisé Camille la semaine dernière. » Valentin et Alix échangèrent un regard. « Ah? Et comment va-t-elle ?»« Pas très bien, apparemment. Elle a perdu son poste après une nouvelle affaire de détournement. Elle voulait me demander si nous pourrions l'aider financièrement. »« Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?» demanda Valentin. « Que les ponts étaient coupés, définitivement. » Nicolas regarda Alix. « J'espère que vous ne m'en voulez pas, mais je lui ai aussi dit que vous étiez la meilleure chose qui soit arrivée à mon frère. » Alix sourit. Elle n'avait plus aucune rancœur envers Camille. Cette femme appartenait au passé, à une époque où ni Valentin ni elle ne savaient qui ils étaient vraiment. « Nous avons tous droit à une seconde chance, dit-elle. Même elle. » Cette générosité d'esprit toucha visiblement Nicolas. « Valentin, dit-il soudain, je retire ma proposition. »« Quoi ? » ?»« Pour l'entreprise. Tu as trouvé ta voie, ta famille. Je vais me débrouiller seul. »« Nicolas. »« Non, laisse-moi finir. J'ai passé ma vie dans l'ombre de papa, puis dans la tienne. Il est temps que j'apprenne à voler de mes propres ailes. » Il se leva et étreignit son frère. « Sois heureux, Valentin. C'est tout ce qui compte. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit face à la fenêtre ouverte sur l'océan, Alix et Valentin parlèrent de l'avenir. « Vous ne regrettez pas ?» demanda-t-elle. « Pour l'entreprise ? » « Non, Nicolas a raison, il est temps qu'il trace sa propre route. » Valentin caressa ses cheveux. « Et puis j'ai d'autres projets maintenant. »« Lesquels ? » ?»« Transformer cette maison en résidence d'artistes, offrir à d'autres ce que vous m'avez offert, un refuge pour se retrouver. » Alix se tourna vers lui, les yeux brillants. « C'est une idée magnifique. Nous pourrions accueillir des peintres, des écrivains, des musiciens, tous ceux qui ont besoin de silence pour créer. »« Et le phare ?» Valentin sourit dans l'obscurité. Le phare redeviendra ce qu'il était, un guide pour tous ceux qui sont perdus en mer. Alix posa sa tête sur son épaule, respirant son odeur devenue si familière. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir lui semblait lumineux, plein de possibilités infinies. « Je t'aime, Valentin Chevalier, » murmura-t-elle. « Et moi, je t'aime, future Madame Chevalier. » Dehors, les vagues caressaient le rivage avec une régularité apaisante, comme un métronome marquant le tempo de leur bonheur retrouvé. Un an plus tard, le phare de Plouhinec brillait de nouveau dans la nuit bretonne. Sa lumière, restaurée grâce aux efforts conjugués d'Alix et Valentin, balayait l'océan avec une régularité rassurante. Mais cette fois, elle n'éclairait pas seulement la mer, elle illuminait aussi les fenêtres de la résidence d'artistes qui avait vu le jour autour de l'ancienne maison d'Alix. Ce soir de septembre, la grande galerie vitrée qu'ils avaient fait construire résonnait de rires et de conversations animées. Une quinzaine d'artistes venus du monde entier célébraient la fin de leur résidence estivale. Des toiles étaient accrochées aux murs, témoignages colorés de 3 mois de création intense. Alix, radieuse dans sa robe de soirée ivoire, circulait parmi les invités. Sa main gauche portait l'alliance simple qu'elle avait choisie avec Valentin. Ils s'étaient mariés au printemps, dans une cérémonie intime sur la plage, avec pour seul témoin Nicolas, Margot et les habitants du village qui l'avaient vu grandir. « Madame Chevalier », l'interpella Marcus, un sculpteur allemand. « Cette résidence a changé ma vie. Comment puis-je vous remercier ?»« En continuant à créer, » sourit Alix. « C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. » Elle aperçut Valentin sur la terrasse, en grande conversation avec Élise, une jeune romancière qui terminait son premier roman. Il avait cette faculté remarquable d'écouter vraiment les gens, de les encourager sans jamais juger. Cette générosité d'esprit, elle l'avait toujours perçue en lui, même quand il la cachait derrière ses masques d'homme d'affaires. « Alix ?» Margot la rejoignit, un verre de champagne à la main. « Tu as vu les articles dans la presse ? La résidence fait déjà parler d'elle. Nous avons 300 candidatures pour l'année prochaine. C'est merveilleux.
répondit Alix, mais son regard restait fixé sur son mari. « Tu penses à quoi » demanda son ami, suivant son regard. « Au chemin parcouru. Il y a 2 ans, j'étais seul dans ma cuisine, persuadé que personne ne me verrait jamais. Aujourd'hui, tu illumines la vie de tous ceux qui te rencontrent. » Alix sourit, touchée par ces mots. Elle s'excusa auprès de Margot et rejoignit Valentin sur la terrasse. Il l'accueillit d'un bras tendre autour de sa taille. « Élise vient de me raconter son histoire, » dit-il. « Elle a quitté un mari violent pour venir écrire ici. Son roman parle de renaissance. »« Comme nous, » murmura Alix. « Comme nous. » Ils regardèrent ensemble l'océan qui s'étendait à l'infini sous la lune. Le phare continuait sa rotation lente, projetant sa lumière vers l'horizon. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit » demanda Valentin. « Que le phare restait debout, témoin de tous les naufrages et de tous les retours. Je m'en souviens. Nous sommes les deux, le naufrage et le retour. » Alix se tourna vers lui, ému par la justesse de cette image. « Et maintenant ? Maintenant, nous guidons les autres vers le rivage. » La soirée se prolongea tard dans la nuit. Quand le dernier invité fut parti, Alix et Valentin se retrouvèrent seuls dans leur maison. Ils avaient gardé l'ancienne cuisine d'Alix, avec sa cheminée et sa vue sur l'océan. C'était leur sanctuaire, l'endroit où tout avait commencé. « Fatiguée » demanda Valentin en la voyant enlever ses chaussures. « Non, heureuse. » Elle se leva contre lui sur le canapé, devant les braises qui rougeoyaient encore dans l'âtre. « Valentin, MMH, je dois te dire quelque chose. » Il y avait dans sa voix une émotion particulière qui le fit se redresser. « Quoi donc ?» Alix prit sa main et la posa délicatement sur son ventre encore plat. « Dans 7 mois, le phare aura un nouveau gardien. » Valentin la regarda, les yeux écarquillés, puis un sourire incrédule illumina son visage. « Nous allons avoir un bébé » acheva-t-elle, rayonnante. Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer, riant de bonheur. Quand il la reposa, ses yeux brillaient de larmes de joie. « Mon Dieu, Alix, un enfant, notre enfant. J'espère qu'il aura votre regard, » dit-elle en caressant son visage, « et votre capacité à voir la beauté même dans la tempête. Et j'espère qu'il aura votre talent et votre force, cette force qui m'a sauvé sans que je m'en rende compte. » Ils restèrent enlacés longuement, savourant cette nouvelle qui venait couronner leur bonheur. 6 mois plus tard, Nicolas arriva de Paris par le premier train, les bras chargés de cadeaux. L'entreprise se portait mieux sous sa direction, et il avait même trouvé l'amour avec une architecte qui partageait sa passion pour les défis impossibles. « Alors » demanda-t-il en franchissant le seuil, « comment va mon futur neveu ou ma future nièce ?»« Très bien » répondit Alix en caressant son ventre arrondi, et très impatient de sortir apparemment. Valentin la couvait du regard, attentif à chacun de ses gestes. Il avait transformé l'ancienne chambre de ses parents en nurserie, peignant lui-même des motifs marins sur les murs. « Et la résidence » demanda Nicolas. « Plus de demandes que nous ne pouvons en accepter » répondit Valentin fièrement. « Nous agrandissons pour l'année prochaine. » Ils dînèrent tous les 3 parlant projets et souvenirs. Nicolas avait apporté les journaux parisiens qui consacraient plusieurs articles à leur initiative. « Le phare des arts. Quand l'amour illumine la création » lut-il à voix haute. « C'est un peu mièvre, mais l'idée est là. L'important, c'est que ça marche, » dit Alix. « Chaque artiste qui repart d'ici transformé, c'est une victoire. Comme vous deux, » observa Nicolas, « vous avez transformé votre douleur en quelque chose de beau. » Cette nuit-là, incapable de dormir à cause des mouvements du bébé, Alix se leva et sortit contempler l'océan. La lune était pleine, argentant les vagues d'une lumière féerique. Valentin la rejoignit, passant un châle sur ses épaules. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « À tout ce qui nous a menés ici. Ton arrivée cette nuit d'orage, notre première conversation, nos peurs, nos erreurs, nos retrouvailles, » ajouta-t-il. « Oui, et maintenant, ce petit être qui grandit en moi. » Elle posa sa main sur son ventre. « Tu crois qu'il comprendra plus tard pourquoi nous avons choisi cette vie? Il comprendra que l'amour véritable, ce n'est pas sauver l'autre, c'est grandir ensemble, s'élever mutuellement. « Je t'aime, Valentin, » murmura-t-elle, « pour l'éternité. Et moi je t'aime, Alix, pour toujours et au-delà. » Le phare continua sa rotation, balayant l'océan de sa lumière protectrice. Au loin, un bateau clignotait, suivant le signal lumineux vers la côte. Comme tant d'âmes perdues avant lui, il rentrait au port, guidé par cette flamme qui ne s'éteindrait plus jamais. Dans quelques mois, un petit cri retentirait dans cette maison où l'amour avait triomphé de la solitude. Et l'histoire continuerait, portée par la certitude que même au bout du monde, même dans la tempête la plus violente, il existe toujours une lumière pour guider les cœurs vers l'amour. Le phare de Plouhinec avait retrouvé sa mission,
non plus seulement éclairer la mer, mais illuminer les âmes. Et Alix, qui se croyait invisible, était devenue la gardienne de cette flamme éternelle qui réchauffe tous ceux qui ont eu la chance de la croiser. Elle ne se sentait plus seule au bord du monde. Elle avait trouvé son éternité. 10 ans plus tard, Clara Chevalier courait sur la plage de Plouhinec, ses boucles brunes flottant dans le vent marin. À 9 ans, elle avait hérité des yeux gris-bleus de son père et de la sensibilité artistique de sa mère. Ses petites mains tenaient fermement un carnet de croquis où elle dessinait tout ce qui l'entourait, les mouettes, les rochers, les bateaux au loin. « Maman, papa, regardez !» cria-t-elle en pointant l'horizon. Alix et Valentin, assis sur leur banc habituel, suivirent son regard. Un voilier approchait de la côte, guidé par la lumière du phare qui brillait même en plein jour. Il l'avait modernisé pour qu'il fonctionne en permanence. Encore des visiteurs pour la résidence, sourit Alix, en caressant son ventre où grandissait leur deuxième enfant. La résidence du phare était devenue légendaire dans le monde artistique. Peintres, écrivains, musiciens, sculpteurs s'y succédaient dans une harmonie créatrice qui avait inspiré des dizaines d'œuvres remarquables. Le petit village de Plouhinec était redevenu vivant, avec de nouveaux commerces, un café tenu par la fille de Madame Guilloux, et même une petite école où Clara étudiait avec une quinzaine d'autres enfants. « Dis, maman, » dit Clara en revenant vers eux, « pourquoi tu peins toujours le phare ?» Alix échangea un regard complice avec Valentin. Cette question, leur fille la posait régulièrement, et chaque fois la réponse évoluait avec son âge et sa compréhension. « Parce que le phare nous a réunis, papa et moi, » expliqua-t-elle, « et parce qu'il continue de réunir les gens. Tu vois cette dame qui arrive ?» Elle désignait une femme d'une 50aine d'années qui descendait du bateau, visiblement émue. « C'est Madame Rodriguez, elle vient d'Espagne. Elle a perdu son mari l'année dernière et elle ne savait plus comment peindre. Elle vient ici pour retrouver sa lumière intérieure. » Clara hocha gravement la tête. Elle comprenait, avec cette intuition des enfants, que ses parents faisaient quelque chose d'important. « Et quand je serai grande, je pourrai aider aussi, si c'est ce que tu veux, » dit Valentin en la soulevant pour la porter sur ses épaules. « Mais tu seras libre de choisir ton propre chemin, comme oncle Nicolas. » Exactement comme oncle Nicolas. Nicolas dirigeait maintenant l'une des entreprises technologiques les plus innovantes de France. Il avait épousé son architecte, Diane, et ils avaient 2 jumeaux de 6 ans. La famille se retrouvait chaque été à Plouhinec, et les cousins transformaient la plage en terrain de jeu géant. Le soir venu, après avoir accueilli les nouveaux résidents et installé Clara dans son lit avec une histoire, Alix et Valentin se promenaient sur la plage. C'était leur rituel, ce moment quotidien où ils se retrouvaient seuls, loin des responsabilités et des autres. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit ?» demanda Alix. « Que nous étions le naufrage et le retour ?» « Je m'en souviens. »« Maintenant, nous sommes quoi ?» Valentin s'arrêta et la prit dans ses bras, malgré son ventre rond qui rendait l'étreinte plus complexe. « Maintenant, nous sommes le phare, dit-il. Nous éclairons le chemin pour que d'autres trouvent à leur port. Et Clara ? Clara sera ce qu'elle choisira d'être, mais elle aura grandi dans la lumière. Ça change tout. » Ils continuèrent leur marche, main dans la main. Au loin, les fenêtres de la résidence s'illuminaient. Dans l'atelier principal, ils apercevaient les silhouettes des artistes qui travaillaient, créaient, se cherchaient et parfois se trouvaient. « Valentin ? Oui, je suis heureuse. » Ces mots simples résumaient tout. Le bonheur sans artifice, sans drame, sans complications. Le bonheur de ceux qui ont traversé l'orage et savent reconnaître la beauté du calme. Plus tard dans la soirée, Margot appelait de Paris pour donner des nouvelles de l'exposition rétrospective d'Alix qui tournait dans les plus grands musées européens. « Ma chérie, le Guggenheim de Bilbao veut acheter 3 de tes toiles marines et le MoMA s'intéresse à ta série sur les phares du monde. »« C'est merveilleux, » répondit Alix, mais sans l'excitation qu'on aurait pu attendre. « Tu n'as pas l'air enchantée. »« Si, bien sûr. Mais tu sais, Margot, le succès c'est bien, mais ce n'est plus ce qui me rend heureuse. »« Qu'est-ce qui te rend heureuse alors ?» Alix regarda par la fenêtre. Valentin lisait une histoire à Clara qui avait fait un cauchemar. Dans quelques mois, il serait 4. La résidence accueillait sa 100e artiste la semaine prochaine. Le village prospérait doucement. « Être utile, » dit-elle finalement. « Savoir que ma vie a du sens. » Le lendemain matin, Clara dessinait sur la terrasse quand elle leva soudain les yeux vers sa mère. « Maman, moi aussi j'aimerais peindre le phare un jour. »« Ah oui ? Pourquoi ? » « Parce que c'est lui qui vous a donné de l'amour. Et l'amour, ça se partage, non ?» Alix sentit son cœur se gonfler. Sa fille avait compris avec cette sagesse des enfants l'essence même de leur histoire. « Oui, mon cœur, » murmura-t-elle. « L'amour, ça se partage. C'est même fait pour ça. » Clara retourna à son dessin appliqué.
Sur sa feuille, prenait forme un phare entouré de petites maisons colorées, avec des personnages qui se tenaient à la main sur la plage. Au sommet du phare, elle avait dessiné un cœur d'où partaient des rayons de lumière vers toutes les directions. « C'est nous » demanda Alix. « C'est nous, et c'est tous ceux qui viennent ici », expliqua Clara. « Le phare donne de l'amour à tout le monde. » Valentine, qui avait entendu la conversation, s'approcha et contempla le dessin de sa fille. « Tu sais quoi, Clara? Je crois que tu as tout compris. Ce soir-là, face à l'océan dans 20 ans, dit Valentin, elle racontera peut-être notre histoire à ses enfants. Ou elle en inventera une nouvelle, sourit Alix. Plus belle encore. Tu crois qu'on peut faire mieux que notre histoire? Alix posa sa tête sur son épaule, sentant le bébé bouger en elle. Je crois qu'on peut faire différent. Chaque amour est unique. Le phare continuait sa rotation éternelle, balayant l'océan de sa lumière protectrice. Quelque part au large, un bateau suivait ce signal lumineux vers la côte, comme tant d'autres avant lui, comme tant d'autres après lui. Et dans la maison face à la mer, une famille dormait paisiblement, bercée par le bruit des vagues et la certitude que l'amour véritable ne s'éteint jamais. Il se transmet de génération en génération, comme une flamme éternelle qui réchauffe tous ceux qui ont la chance de s'en approcher. Le phare de Plouhinec continuait d'éclairer le monde, un cœur à la fois. Fin. Auriez-vous le courage d'abandonner tout pour un amour véritable, comme Valentin, qui a quitté un empire de milliards, ou comme Alix, qui a risqué sa tranquillité pour exposer son art au monde? Parfois l'amour exige des sacrifices qui testent notre véritable essence. Seriez-vous capable de choisir le cœur au détriment de la sécurité? Ou préféreriez-vous la stabilité même, si cela signifiait renoncer à la passion de votre vie? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.